C'est une farce qu'on nous fait, les gars, c'est je ne peux pas aussi, prendre par la main tout le monde et dire, «Le micro, il faut parler devant, il faut l'activer». Bah, Tu il faut faire un tuto, je pense. Bonsoir messieurs, Ah, bonsoir. je crois que ça marche. On t'entend, on vous entend effectivement. Alors oui, je voulais parler de la blockchain, enfin précisément sur un sujet, sur le métaverse. Parce que moi ça m'inquiète et je voulais faire part d'une réflexion. Savoir si vous partagez cette réflexion. Oui, bien sûr. alors attends. Chaque chose en son temps. Présentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ah bien sûr. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que Présentez-vous grossièrement, je veux dire, juste pour Donc, qu'on sache qui parle. voilà, moi je m'appelle Baptiste, j'ai 39 ans. Ah, aussi, excusez, pas les prénoms, et l'adresse IP, l'adresse postale aussi, non? Alors je vais vous donner mon adresse Mac. Ça serait Oui, peut-être bah, on va commencer de la base quand même par le niveau 2. Pas mal. FF 2.0A, C3 2.Z, non, il n'y a pas de Z, 12, voilà, pardon, excusez-moi. Ah, on a affaire à quelqu'un d'initié en informatique, là. Ah ouais, j'ai pris la pilule bleue. C'est-à-dire la pilule bleue. Ah, la pilule du savoir, des tréfonds de l'informatique et du code. Voilà, je suis développeur en fait dans. J'en ai tout seul. Quand j'ai entendu pas de Z dans l'adresse Mac, je me suis dit, Christopher, vous avez senti comme moi, hein? J'ai senti comme vous. On a La fibre vélaire. Eh ben, énorme. Alors, vas-y, Ingelran. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, en ce moment, il y a une hype, à un niveau mondial, sur les crypto-monnaies et surtout sur l'émergence des métaverses. Alors aujourd'hui, le métaverse, on nous le vend comme étant le... Bah, c'est ça, en fait, c'est un grand bordel. C'est une sorte de réseau social, mais virtuel, dans lequel on pourra faire tout, c'est-à-dire parler, communiquer, rencontrer ses collègues, ses amis, ses voisins, acheter des petites merdes, des fringues pour son avatar, acheter des tableaux, des pièces, des œuvres d'art qui sont soi-disant uniques grâce à ce qu'on appelle des NFT, c'est-à-dire ça peut être des images qui sont... Non-fungible token. Exactement. Et donc avec une valeur unique et qui ne pourra pas changer. Enfin bref, c'est un monde nouveau qui s'annonce à nous. Et moi, je me fais cette réflexion. Au début, j'étais complètement hype par ce truc-là. Je me dis, waouh, c'est le futur. On va pouvoir vivre dans un monde virtuel et vivre dedans. Sauf que je vois toute la merde en ce moment qui se passe dans le monde. Je sais pas si vous la voyez, vous, avec le Covid, le confinement. Non, moi, je vois pas ce qui se passe. Non, vous voyez pas, vous avez de la chance, parce que chez moi, on est confinés. Moi, je vois pas ce qui se passe. Je sors dehors, je mets un bordage sur les yeux. En fait, j'ai l'impression qu'il va y avoir tout plein de problèmes qui vont se réunir en un seul. Et on va arriver dans la matrice. Dans la matrice, la vraie matrice du film des Wachowski. Pourquoi ? Wachowski, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a un problème mondial. Les économistes, eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une croissance infinie. Ils veulent se faire du fric, qu'on achète toujours plein de choses. On est d'accord jusque-là. Sauf que les ressources de la planète, elles sont finies par définition. Donc il y a un gros problème. Comment réussir à faire un maximum de profit continuellement, sans avoir à révolutionner le système? Eh bien moi je pense que justement le métaverse est là, et c'est-à-dire qu'on va créer un monde virtuel dans lequel on pourra créer autant de choses qu'on veut, un peu comme dans le film, voilà, je vois dans le chat, là, Ready Player One, il y a un peu dans le même délire, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des merdes virtuelles en croyant que c'est super hype, des meubles Ikea virtuels, etc., pour meubler votre petit Audi dans une cité pourrie de la banlieue parisienne, mais c'est super parce que vous aurez une super maison virtuelle. Et vous pourrez continuer à dépenser votre fric dans cette métaverse de merde. Non mais... Et puis voilà, voici le monde de demain. Vos interactions sociales, ça sera quoi ? Ça sera dans le métaverse, vous verrez plus personne. Alors déjà qu'avec Tinder et toutes ces merdes, c'est déjà pas terrible. Mais alors en plus, avec le métaverse, vous pourrez mettre votre short, votre t-shirt en NFT, vous avez acheté 500$. Enfin bref. Moi je vois, voilà, c'est ça, c'est le matérialisme poussé à son paroxysme. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui ne peut plus être matérialiste à cause de l'écologie. Le matérialisme poussé jusqu'à l'immatérialisme. Exactement, c'est un truc complètement...
Et donc c'est pour ça que je compare ça à la Matrix en fait, parce que en fait nos politiques, enfin je parle pas forcément les politiques, mais les grands chefs des GAFA, ils ont tout intérêt à nous confiner chez nous, à ne plus sortir, pour que notre argent ne soit plus dépensé en, j'en sais rien moi, en jeux rétro, en objets matériels, mais acheter du virtuel, ça coûte pas cher à produire. Un GIF, puis foutre une blockchain dessus, puis dire ça vaut 500 balles. Ça coûte encore moins cher que de produire une œuvre d'art avec de la gouache ou de la peinture à l'huile, par exemple. Vous voyez. Donc moi, je vois que le problème... non, je lis le chat en même temps, ça me fait marrer. Voilà, moi je vois ce problème-là dans le monde. Vous voyez. Et je pense que le futur, il va ressembler à un mélange de Ready Player One et de Matrix. Oui, mais j'ai pas compris, Baptiste. Ah, ouais, c'était pas clair, oui. Non, c'est clair ce que tu dis. J'ai pas compris l'intention. C'est-à-dire que tu es venu exposer ta vision de l'avenir. Mais en fait, je voulais voir si cette vision-là, elle est réaliste, si je me plante ou si je suis complètement parano et conspirationniste, qu'on pourrait dire. Mais là, il n'y a pas de conspirationniste. Déjà, tu viens soulever une contradiction propre au capitalisme, qui a déjà été clairement identifiée par les penseurs de ce sujet. Je pense à Marx en priorité. C'est que le capitalisme est porteur de contradictions. Il est porteur de contradictions qui sont consubstantielles à sa nature. La première contradiction qui me vient en tête et qui est vraiment consubstantielle, c'est celle du monopole, le fameux paradoxe du monopole. C'est-à-dire que le capital a besoin de la libre concurrence. C'est un fondement du capitalisme et du libéralisme, c'est la libre concurrence. Or, la libre concurrence amène inexorablement des monopoles. Or, le monopole, c'est la suppression de la libre concurrence. Donc, le capitalisme a comme fondement quelque chose qui l'annule lui-même, c'est-à-dire la libre concurrence qui amène le monopole qui supprime la libre concurrence. Et ce que tu as amené là, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une autre contradiction du capitalisme. Je ne crois pas que Marx ait parlé tel quel, en tout cas, puisque les problématiques écologiques n'étaient pas si présentes. Mais c'est l'idée qu'en fait, le capitalisme amène le profit, que le profit se fonde sur l'exploitation de la matière et que la matière est limitée. Donc, et c'est très intéressant ce que tu as dit, j'ai juste pas compris où c'est que tu voulais en venir, maintenant je comprends un peu mieux, c'est que le profit et la quête de profit amènera in fine à une limitation de cette quête de profit, puisque le profit ne peut pas être infini, puisque les ressources sont limitées. Alors, ça pose plusieurs questions sous-jacentes. Elles sont limitées, oui, mais elles peuvent être altérées. Fut un temps, le charbon était une ressource énergétique première, il a été remplacé par le pétrole. Le pétrole tend à être remplacé sous certains aspects par l'électricité, qui peut-être tend, on n'est pas à l'abri d'une révolution énergétique qui débarque, je ne sais pas, un mec qui crée un moteur à eau ou un truc comme ça, et là ça posera encore de nouvelles questions. Donc le diagnostic est bon au niveau théorique, de dire que le capitalisme est globalement la quête de profit stricto sensu est porteur de cette contradiction des ressources limitées, mais il faut aussi la pousser au niveau pratique, c'est que peut-être on ne verra jamais la limitation de ces ressources et qu'il se passera toujours des choses, parce que c'est le cycle humain, pour qu'on n'arrive pas à la limitation de ces ressources. Et je pense à des choses comme les guerres. En vérité, les guerres remettent beaucoup de pendules à l'heure, ça on n'est pas à l'abri. Donc moi je suis d'accord avec le diagnostic d'un point de vue théorique, mais là où tu m'as vraiment intéressé, c'est sur ce concept de matérialisme exacerbé qui, du fait de la limitation des ressources terrestres et le fait qu'en fait tout le monde est devenu narcissique et se croit roi et mérite tout, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, à voir aussi, hein, quand on voit comment les ressources sont réparties. Ça, c'est une problématique très chère à la gauche, mais c'est que les richesses sont concentrées. Si on la répartissait un peu mieux, ce serait peut-être un peu différent. Mais que le matérialisme amènerait tellement de quêtes de matérialité qu'il n'y aurait plus assez de matière, et donc il faut passer dans le monde immatériel. Et en vérité, là, ça pose une vraie question philosophique et anthropologique. Quelle différence entre, et il n'y a pas besoin d'attendre Matrix, qui est un film que je n'aime pas spécialement pour se poser cette question, entre toucher quelque chose et donner l'impulsion à mon cerveau de la sensation que je touche quelque chose. Et ça, c'est une vraie question. Et du coup, si j'arrive à créer un casque façon cyberpunk, où j'arrive à vivre des événements sans les vivre physiquement, mais en fait, c'est quoi la vie physique? C'est une sensation, c'est un signal électrique. Si j'arrive à hacker ce signal électrique pour l'émuler et à toucher le truc dans ma tête, je touche vraiment le truc dans ma tête. Il n'y a aucune différence, c'est un signal électrique. La sensation, le corps sont des signaux électriques. Et on n'a pas attendu les métaphysiciens modernes, on n'a pas attendu les physiciens modernes pour savoir qu'en fait, le fondement des fondements n'est pas le corps. Si le corps est réductible à un signal électrique, c'est pour ça que j'ai toujours été porté sur la philosophie traditionnelle et la théologie, si le corps n'est qu'un truc hackable,
et je le dis comme je le pense, c'est que le corps ne vaut pas grand-chose. Donc ça n'est pas une fin en soi, ça n'est pas un objet dans lequel il faut investir outre mesure, pas dans le sens prendre soin de son corps, qui je pense est une valeur fondamentale et une vertu. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait d'investir dans son corps comme si le corps était une finalité. Autrement dit, je vis de manière charnelle et je ne m'investis pas dans les sujets transcendantaux, autrement dit spirituels. Et là où je veux en venir, c'est que si le corps devient accable et qu'on passe du matérialisme à l'immatérialisme, c'est-à-dire la quête de la stimulation corporelle et cérébrale, eh bien laisse-moi te dire qu'il y a des études sur ce sujet, avec une étude que je cite ici très rarement, et qui m'a fasciné. C'est une étude qui a été faite sur des rats, bien évidemment, qui ont des structures un peu proches des nôtres, comme tu sais, puisque ce sont des animaux sociaux. Et il s'est avéré qu'on a branché des électrodes sur des cerveaux de rats pour leur stimuler la même zone que ce qu'ils ressentent en ayant des relations sexuelles. Sécrétion de dopamine, adrénaline et tout ce qui s'ensuit. Je passe les détails, je n'ai pas les détails techniques. Eh bien, ces rats meurent, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de sociabiliser, ils appuient sur ce bouton jusqu'à mourir de faim. Alors maintenant, tu branches des trucs comme ça au cerveau d'un être humain. Et là, je te donne un bouton. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il n'y a même pas besoin de devenir alcoolique, de devenir drogué, etc. Je te donne un bouton qui va sans cesse te faire vivre l'équivalent d'une relation physique ou je sais pas quoi, en manière continue. Qu'est-ce que tu veux que ton cerveau fasse d'autre qu'appuyer? Et donc là où tu touches un point fascinant, c'est qu'en fait, si on passe du matérialisme qui est limité et qui donc est sainement régulé, puisque oui, on ne peut pas tout avoir. Là, aujourd'hui, je veux 10 milliards de dollars. Bon, je peux peut-être les imprimer vu que ça ne vaut pas grand-chose, mais je peux pas. Si je veux 10 milliards de tonnes d'or, je peux pas le générer comme ça. Mais par contre, si je suis dans un monde virtuel et que je fais / motherload Sims et que j'amène 10 milliards de montagnes d'or, je l'ai, mais je l'ai pas vraiment. Mais par contre, je n'ai plus de régulation par le réel. Et de ce fait, le futur ne peut pas être comme ça parce qu'il m'est inconcevable que l'humanité atteigne une transcendance matérielle au sens où elle s'affranchirait de la limitation. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Puisque si l'humanité s'affranchit de la limitation, l'humanité s'éteint. Puisque c'est la limitation, c'est la frustration et c'est la joie de transcender la frustration qui fait l'humanité et le sens de sa vie terrestre. Je ne parle pas du sens de la vie réelle qui, pour moi, est la transcendance. Je parle du sens de la vie terrestre qui est « j'ai pas ce que je veux, j'ai ce que je veux, je suis content ». C'est ce qui fait notre corps, c'est ce qui fait notre fonctionnement. Et si l'humanité atteint un stade où elle a ce qu'elle veut par un bouton, elle en périra ipso facto. Voilà ma thèse. Ouais, c'est intéressant. Et c'est pas, j'ai déjà entendu cette thèse-là, mais projetée dans, tu sais, les gens des chercheurs qui essaient d'expliquer pourquoi on rencontre pas des civilisations intergalactiques. Alors, tu vas me dire où est le lien avec ça. Certains pensent vraiment que s'il y a une civilisation quelque part qui a avancé, elle a forcément eu un rapport avec les mondes virtuels et elle a créé des mondes virtuels. Et que fort certainement, eh bien, à un moment donné, elle a stoppé tout ce qui est recherche spatiale parce que, comme tu dis, elle s'est cloisonnée dans le virtuel, elle a appuyé ce fameux bouton du plaisir. Et à quoi bon risquer sa vie dans des fusées ou dans des navettes pour aller explorer des mondes inconnus, alors que cette excitation de la découverte et de la chasse, tu l'as en appuyant sur un bouton. Eh non, Baptiste, je suis pas d'accord encore une fois. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est qu'en fait, l'être humain, on était bien sur nos trucs dans la jungle ou je sais pas quoi. On était vraiment bien. Ouais. Il y avait pas, je te jure qu'il y avait aucunement besoin d'aller au milieu de l'océan Atlantique. On n'en avait absolument pas besoin. On était bien sur Terre. Il n'y avait aucunement besoin d'aller sur la Lune. Mais il y a quelque chose dans notre tête qui est un esprit d'exploration. À la base, on part d'Afrique ou je sais pas où, d'Asie, et on va plus loin, on va plus loin. Et je vais même aller plus loin. Il n'y avait aucune raison d'aller en Europe. Il y a des hivers de dingue. Tu fais quoi dans l'hiver quand tu as une peau de bête sur toi? T'as rien pour stocker ta nourriture, tu peux rien planter dans le sol. Il n'y a même plus d'animaux dehors. C'est l'hiver, ils sont en train d'hiberner. Pourquoi on va s'embêter à venir ici? Mais on vient, on planifie, on crée la société de planification, on crée un système économique. L'être humain a besoin d'aller de plus en plus loin. Et si demain l'être humain, et c'est ma deuxième thèse, a un casque où il a un bouton appuyé pour avoir du plaisir, tu trouveras toujours une faction de l'humanité qui va dire mais moi, j'ai pas que ça à faire, je veux être dans le vrai monde et je veux aller plus loin. Et je vais aller plus loin. Donc non, ce futur m'est inconcevable et je pense que je vais aller plus loin. Il est anti-humain.
Et jamais l'humain ne pourra tomber là-dedans, parce que ça signerait sa fin. Et je ne crois pas au suicide de l'humanité par elle-même. Je crois à une guerre qui peut tout flinguer, je crois à la parousie, etc. Mais je ne crois pas à un suicide de l'humanité par elle-même. Il y aura toujours une petite étincelle chez quelqu'un qui changera tout. Et ça, je me réfère à H.G. Wells, que j'adore, l'auteur de science-fiction, dans La machine à explorer le temps, dans le fameux roman, où il y a cette thèse de dingue, finalement. Et ça, j'y souscris tellement à cette thèse. Tu sais, tu as les Murlocs, là, je sais pas quoi, et Ah oui, ouais. et les esclaves, là. Et en fait, hein, il arrive dans le passé et il voit un peuple qui ne travaille pas, qui n'a aucune contrainte, aucun stress. Et il les voit et il se dit, mais il y a un truc qui cloche. Et en fait, ces gens-là sont le bétail des gens qui travaillent. C'est les Morlocks qui vivent sous terre, des troglodytes. Et ils les bouffent, ils les mangent parce qu'ils ont pas. Ils font le travail pour eux. Et eux, en bas, ils travaillent. Eux, ils ont des luttes politiques, etc. Et en fait, je pense que si l'humanité tombe dans je presse le bouton et j'ai du plaisir, il y aura une super humanité qui dominera tout ça et qui sera l'humanité qui produira et qui travaillera et qui sera aux commandes. Et il y aura toujours dans l'humanité une histoire de lutte de pouvoir puisque c'est consubstantiel à notre nature. Donc non, je ne crois pas à cette humanité pour ces 3 raisons. Eh bien, merci. Merci parce que ça redonne un petit espoir quand même malgré tout. C'est ma thèse en tout cas. Bah, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'elle est moins sombre que celle que je nourrissais. Mais oui, mais le métaverse, mon cher Baptiste, le métaverse, le ci, le ça. Je vais te dire un truc très simple. Moi, que j'ai compris à l'âge de 8 ans, franchement, ça m'a bouleversé. J'étais là, je jouais aux jeux vidéo, je me suis dit, bon, allez, j'éteins la console. Et c'était fini. C'était fini. Et je vais te dire, mais que l'humanité tombe dans une réalité avec des casques, et ben, tu coupes ton casque, et puis tu vas chez les gens, et tu prends toutes leurs affaires. Ils verront rien de toute façon. Ils auront un casque sur les yeux. Et alors là, on s'éclatera tous sans casque, ça va être génial. Si on pouvait d'abord s'éclater sans masque. Sans masque, sans masque. Sans C'est un masque. autre débat, c'est un autre débat là. Moi, j'adore les masques, personnellement. Là, je porte mon masque actuellement. D'accord, bah écoute, chacun prend son plaisir là où il est. Alors, cette sensation de quelque chose. Le masque, c'est un prisme entre moi et le monde qui me protège du monde et qui protège le monde de moi. C'est fascinant, le masque. Et je pense que si on le présentait comme ça, les gens le porteraient encore moins. Voilà. Excellent. Bah écoute, moi j'en ai fini en tout cas avec cette réflexion et merci pour ce point de vue. Non, non, Baptiste, dis-nous des trucs de codeur, là. Dis-nous une petite phrase de codeur. Qu'est-ce que tu veux? Attends, je suis pas prêt pour ça. Montre-nous que tu codes, fais quelque chose de codeur, je sais pas, moi, parle-nous en slash, if, je sais pas quoi. Bon, bah, if discussion, console.log, bonne soirée à vous tous. Ça, tu as vu ça, Christopher? C'est nul à chier ce que j'ai dit, mais bon. Tu as vu ça, Christopher? Vous me prenez le numéro de Baptiste, là, on aura besoin de ses services. Ah bah avec plaisir, si tu as besoin d'aide. Tu codes quoi, Baptiste? Tu codes quoi, d'ailleurs? Alors moi je fais du back, alors ce qu'on appelle du back-end et du front-end, avec du JavaScript, avec des frameworks comme Symfony, ou si en PHP, du React, JS, voilà. Ça vous parle? Ça me parle. Et Moi, en après, fait- je n'ai pas les mains dedans. Je suis plus sur l'aspect politique. Ben oui, j'ai bien compris. Tu étais compétent dans ces sujets. Oui, je touche ma bille, mais c'est fascinant. En tout cas, bravo à toi. Et maintenant, je veux que tu comptes en hexadécimal. C'est une demande d'Olivier B. D'accord, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ensuite, ça reprend. Hein. Fascinant. Je suis bouche bée. Ben, merci beaucoup, Baptiste. Allez, ouais. Allez, bonne soirée à vous, merci, à bientôt. Salutations. Salutations. Eh ben, Christopher, Sacré Baptiste. ça s'est pas mal passé. Absolument. Voilà. C'est très intéressant comme réflexion. Et l'immatérialisme, ça, c'est un concept qui m'intéresse. Absolument. Bah écoute, prochain intervenant, il voudrait intervenir sur le concept de civilisation et l'évolution de nos civilisations. Peut-être que ça va rejoindre un peu ce qu'a dit notre Alors, peut-être un précédent intervenant. Comment? Peut-être. Non, je dis un Spenglerien, peut-être. Peut-être. Bonsoir. Ça, Il faut activer le micro. ça. Bon, Ça. bonsoir. Excuse-moi. Bonsoir, Léo. Bonsoir. Ça. Allô? Ça. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je vais parler du
concept de civilisation et l'évolution justement des civilisations. Attends, mais HH, on a dit à Baptiste, on lui a dit de se présenter, tu viens, tu ne te Ah oui. présentes même pas. Bah, je me présente, HH, je suis étudiant en histoire. En histoire, Oui, en histoire. je connaissais un étudiant en histoire, il a pas bien fini, hein. C'est-à-dire? Il est pas bien fini. Il est plus là. D'accord. Il est plus parmi nous. Ah bah c'est triste. Ouais. Bah, Il a fait une overdose de drogue, hein, donc ça n'a rien à voir. ah, On le salue d'ailleurs, on salue sa mémoire. Christopher, si vous voulez saluer sa mémoire. Absolument, je salue sa mémoire. paix à On son âme. salue sa mémoire. Non, il est pas mort par contre, mais on salue sa mémoire. Non, Alors, oui, étudiant en histoire, quel âge? 21 maintenant. 21 ans, 21 ans, c'est l'âge de Marcus le militaire, ça. Peut-être un peu jeune pour intervenir ici, ça. Peut-être, je ne sais pas. 21 ans, c'est l'âge où on peut boire de l'alcool au Japon. Bon, bah écoute, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Marcus de Rome, non? Non, Marcus le militaire, c'était un militaire de l'armée de terre française. On le salue d'ailleurs. Ok. Très bon personnage. Très bon personnage. Alors du coup, bah déjà j'aimerais continuer sur le sujet de l'intervenant précédent, parce que ça a déjà un rapport avec notre sujet. Ouais. Et du coup, ben, pour revenir sur cet aspect, est-ce que notre civilisation elle est dévouée à finir dans cette espèce de métavers, cette espèce de... Voué, tu veux dire? Oui, voué, c'est ce que j'ai dit. J'ai T'as dit peut-être mal dévoué. articulé. Non, j'ai dit voué, j'ai mal Ah, articulé sûrement. tu as dit dévoué. Je veux que tout le monde confirme qu'il a dit dévoué. Ah, peut-être alors. Vous voyez, qui est voué à, à finir dans cette espèce de consommation virtuelle. Attends, jeune étudiant. Tu viens de dire notre civilisation est vouée à ça. Tu parles de l'espèce humaine ou de la civilisation occidentale? Je parle de la civilisation occidentale, mais il y a quand même une tendance, on va dire, à ce que l'humanité, on va dire, finit dans cette civilisation occidentale, une espèce de globalisation. Alors ça, c'est déjà présomptueux comme diagnostic. Bah, peut-être. Ah oui, très présomptueux. À part, on va dire, je veux bien pour le continent africain, mais à part le continent africain, pour tous. Mais au-delà, mais 10 fois au-delà, la civilisation occidentale est clairement dans une phase de déclin accéléré. Et là, je ne vois pas en l'état comment elle pourra survivre à ces contradictions internes face aux géants eurasiatiques qui débarquent et qui est totalement sur un autre modèle civilisationnel. Totalement. Je pense qu'il y a quand même cette tendance vers la virtualisation. Après, pour l'instant, il y a Oui, plus d'élan vitaliste dans les civilisations asiatiques, on va dire, ce qui leur permet pour l'instant on va dire, d'éviter certaines dérives. Mais je pense que par renouvellement de génération, je pense que ça finira forcément comme ça. Je pense que Oui, quand mais on alors du touche coup, moi, à cette je voulais, technologie, je voulais oui, juste cadrer, parce que tu as dit civilisation occidentale, j'aurais moins cadré si tu avais dit l'humanité, parce que pour le coup, la civilisation occidentale, je pense qu'il est très occidentalo-centré de croire que c'est la civilisation qui va dicter là la mesure de l'humanité. je pense c'est pas par rapport à une question de vertu, c'est plus par une question de, co- de copiage des pratiques. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Juste pour être bien sûr que je comprenne, pour toi, ce qui émergera de la Chine ou de la Russie, par exemple, ou de l'Inde, ne sera qu'un pastiche de ce qu'avait initié l'Occident, c'est bien ça? C'est ça. Très bien, j'ai compris. Ah, excuse-moi, tu peux continuer. Et du coup, je pense on est actuellement dans un carrefour où il y a plusieurs possibilités, dont la possibilité qu'on a que le précédent, la personne précédente avait présenté, celle du métaverse. Mais Baptiste, absolument. oui, Baptiste. Et je pense personnellement, comme tu as dit Joachim, que ce n'est pas possible parce il y a quelque chose en nous. Je dirais quelque chose de plus particulièrement, plus particulièrement masculin, cette espèce de volonté d'aller vers l'inconnu, qui est, hmm, Absolument. oui, qui est pas forcément quelque chose de rationnel, mais qui est aussi quelque chose de l'ordre
du fait qu'on n'arrive pas à se contenter simplement d'assouvir nos désirs. Quelque chose d'au-dessus de ça, en fait. Et de la même raison, pour les mêmes raisons que pour lesquelles il y a des gens qui sont partis sur des bateaux pour aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté, en sachant pas s'il y avait quelque chose ou s'ils arriveraient à revenir, mais qui l'ont quand même fait. Et, euh, et je pense que du coup, il y a une espèce de dualité entre ça, entre cette nature-là de l'homme et cette nature, on va dire aussi, qui nous tend vers le consumérisme, le fait de simplement assouvir nos besoins. Et je pense que on est dans une espèce de tendance où ces deux pôles, on va dire, s'opposent vers deux voies différentes. Et du coup, que là, ce que les hommes font actuellement, en fait, va être, on va dire, décisif euh, dans ce passage, on va dire, pour moi, qui est vers soit une nouvelle civilisation ou un stade final, en fait, de notre civilisation. Parce que pour moi, le métavers, c'est juste, c'est un dernier sursaut. Hein, Un dernier sursaut ou là, le début du déclin final? c'est pour donner une image, c'est le remous du cadavre, en fait. Tu sais, Le le dead cadavre cat qui bouge bounce. encore. Hmm. Le dead cat bounce. Exactement. C'est un peu ça, en fait. Donc pour moi, ça finira forcément pour des raisons purement socio-économiques, ça foirera. De la Ouais, même manière exactement. que Rome s'est effondré. Hein. Oui, alors, Rome est-elle morte? Ne sommes-nous pas romains? Ah, mais ça c'est oui. La romanité a survécu, mais Rome est morte. Et Rome est morte, Rome est morte. Et quid de l'Église catholique? Oui, c'est ce que je dis. La romanité a survécu, mais Rome est morte. Rome est morte, Rome est morte. Mais en tant que l'imperium romain est mort, mais ne Oui. s'est-il pas surtout transmuté? Est-ce que Hmm. l'imperium romain n'est pas aujourd'hui à Washington? En vérité. Bah, justement, c'est ce que je te dis. La romanité, il y a des pays ont repris l'essence romaine à travers le temps. Mais justement, ma thèse, mais là c'est un débat terminologique, mais c'est que Rome n'est pas morte, elle s'est transmutée, et c'est toute la question de Paul Valéry, je crois. Ouais. Nous autres civilisations, sachant que nous sommes mortels, est-ce que les civilisations meurent ou est-ce qu'elles se transforment? C'est un vrai débat philosophique, ça. Hein. Moi, je pense personnellement que elles se transforment, mais est-ce que, à force de transformation, ces civilisations ne perdraient pas tout ce qu'elles étaient à l'origine? Si on part de Clovis à aujourd'hui, est-ce que la France est la même? Est-ce qu'on pourrait La France est vraiment éternelle. La France La est France est éternelle. absolument. Ah, la France est éternelle alors. Il ne laissera personne dire le contraire ici. Hein. Je vais te Bon, raconter deux histoires. vas-y. Deux histoires parce que lorsque Baptiste est intervenu tout à l'heure, j'ai dit que l'homme avait besoin d'explorer, il avait besoin de faire des trucs qui n'avaient aucun sens. C'est dans sa nature. Je suis très d'accord avec toi, pour parler de manière grossière, pour dire que c'est un trait assez masculin, cette histoire, mais pour des raisons physiologiques. Oui, bien sûr. On n'a pas d'utérus, on a une progéniture à protéger, bien évidemment. On n'a pas le même goût de la stabilité du foyer que les femmes, pour des raisons physiologiques. C'est pas pour rien que les hommes, depuis le début de l'histoire, s'en vont dans des... Excuse-moi, mais juste l'idée d'aller au sommet du mont Everest, si tu couches ça sur un papier, on ne comprend pas l'histoire d'aller au sommet du... Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu vas trouver au sommet du mont Everest? Il y a de la neige, il fait moins 150 degrés, il y a 4 semaines de travail pour monter, tu as une chance sur deux de mourir. Pourquoi tu fais ça? Juste pour dire je suis allé au sommet du mont Everest. Et je suis le Ah, premier homme à l'avoir fait. je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus profond. Il y a une phrase que je pense qui peut peut-être décrire ça. C'est alors bon, c'est complètement hors contexte, mais c'est juste la deuxième partie de la phrase. Mais il me semble que c'était De Gaulle qui avait dit que la France c'était, enfin les Français plutôt, c'était le goût de l'égalité, le désir du privilège. Moi je pense que c'est un peu ça, c'est un peu le désir du privilège. Eh Mais ben pas moi, je ne quelque... pense pas. Je Ah, pense que si on étudie sérieusement l'anthropologie, on comprend pourquoi l'homme a ce besoin d'extension. C'est précisément pour l'extension. En fait, il y a le besoin dégénéré, au sens strict. Aller au sommet du mont Everest, ça sert à rien. mhm. Tu peux dire ce que tu veux, ça sert à rien. Après, bon, il y a des applications météorologiques,
militaire peut-être. Si tu arrives à mettre une base de missiles au sommet du mont Everest, c'est énorme. Mais fondamentalement, c'est une dégénérescence d'un besoin humain qui est que l'homme va étendre de plus en plus son territoire, parce que plus il a de territoire étendu, plus il a de ressources à sa disposition. Et je pense que si on creuse au niveau anthropologique, la raison de la volonté d'exploration de l'homme, elle est là. Tu es dans une grotte, tu es troglodyte, tu es avec ton groupe social, ta tribu, et puis voilà, et tu bois de l'eau, tu vois que bon, des fois l'eau elle est un peu instable, bah tu vas un peu plus loin et tu trouves une autre flaque d'eau, et tu vas un peu plus loin, tu trouves un lac, et là tu te dis mais s'il y a un lac, ça se trouve il y a des lacs encore plus grands avec encore plus d'eau et peut-être des fruits à côté. Je pense que la volonté d'exploration qu'on est en train de décrire, elle est fondée là-dessus. Je pense que des femmes sont tout à fait capables de l'avoir, il n'y a aucun sujet là-dessus. Oui, Mais c'est des tendances après. oui, moi je parle vraiment, oui, il y a des tendances fondamentales, et ça, il est clair que c'est un trait qui a été historiquement masculin. Les féministes nous diront que c'est parce que les hommes les ont empêchés d'explorer. Très bien. Eh bien écoutez, on peut nier tout ce qu'on veut, on peut raconter tout ce qu'on veut, c'est pas très grave. La question n'est pas là de toute façon. Juste sur le trait d'exploration, puisque tout à l'heure, lorsque j'ai parlé à Baptiste, j'ai dit que l'homme ne pouvait pas s'empêcher d'explorer. Eh bien moi je pense qu'il y a une limite à l'exploration, et ça me paraît très important d'en parler. Et j'aimerais raconter 2 histoires pour ça. La première histoire, c'est l'histoire de la tour de Babel, qui va être complétée par la deuxième histoire, parce que la tour de Babel est une histoire très mécomprise, pas mécomprise, ce terme n'existe pas, mais elle est très très mal comprise, cette histoire de la tour de Babel, sur l'arrogance humaine justement de vouloir explorer, d'aller toujours plus haut et de se rapprocher au niveau même de Dieu. Et donc l'histoire, pour vous le faire très grossièrement, on est dans la Genèse, l'humanité se réunit, elle construit une tour, elle met tous ses efforts en commun, tout le monde parle la même langue, pour aller de plus en plus haut jusqu'au ciel et aller voir Dieu lui-même. Dieu voit ça, il n'est pas content, il détruit la tour avec des boules de feu, c'est fini, les peuples sont séparés, ils ne parlent pas la même langue, et ils sont maudits, etc. C'est un récit fort symbolique que je vais compléter par un deuxième récit. Prométhée, je suppose. Non, pas Prométhée. Tu connais la nouvelle Premier Contact, qui a donné le film Premier Contact? Non, mais vas-y, je vais en parler. C'est un auteur Chang, je crois qu'il s'appelle, américain, pas chinois ni vietnamien, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle The Tower of Babylon, dans son recueil de nouvelles. Une nouvelle fascinante dans sa conclusion. Et ce sera ma deuxième partie par rapport à ce que je dis à Baptiste et ce que tu dis là, sur la finalité du besoin d'exploration. J'ai dit qu'il pouvait être dégénéré à aller nulle part, et en fait je pense qu'il y a quelque chose de même spirituel dans ce besoin d'exploration, qui est la quête de vérité. Parce qu'il y a le mont Everest, c'est une chose, mais lorsque l'homme passe dans l'espace, tu te souviens la citation de, je crois que c'est Gagarine, je ne sais plus, l'un des cosmonautes russes qui allait dans l'espace, le premier. Oui, c'est Yuri Gagarin. Oui, je crois. Alors, il a dit la chose suivante: la Terre était bleue, mais il n'y avait pas de Dieu. Et bon, c'est un soviétique, hein, bien évidemment. Ça ne remet rien en cause, le fait que la Terre soit bleue et ronde et qu'on aille au-dessus, mais il dit ça, et en allant dans l'espace, évidemment qu'on se pose une question de dingue. C'est, ok, finalement, il y a le ciel, on est allé au-dessus du ciel, et en fait, c'est le noir sidéral. Et ça pose des questions métaphysiques, philosophiques. Et derrière la quête d'exploration de l'homme, il y a le besoin d'extension pour les besoins, évidemment. Mais pour moi, il y a un besoin spirituel qui est la quête de vérité. Je pense que l'exploration de l'homme, c'est une quête de vérité aussi. Et cette nouvelle, The Tower of Babylon, qui est extrêmement bien écrite, c'est l'humanité, en fait, qui vit dans un monde qui ressemble à une espèce de U. Tu vois ce que je veux dire? Le monde est une espèce de grande vague, c'est-à-dire qu'on le voit monter devant nous, on le voit monter derrière nous, et l'humanité se met en branle, et elle agit, elle travaille pour aller derrière la limite du monde. Elle travaille, elle fait tout pour escalader le truc, elle travaille, et on lit la nouvelle et on voit l'humanité qui fait tout ce qu'elle peut pour aller au bout de ce monde. Elle arrive au bout du monde. Et elle revient au départ, c'est ça? Et ben elle voit qu'en fait, au bout du monde, elle voit son propre monde. Et en fait, le monde est un cylindre. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, en fait. Et en fait, en voyant que c'est un cylindre, l'humanité est allée plus loin que jamais puisqu'elle a atteint les limites du monde. Et je vais citer Goethe. Malgré ça, les mystères du monde restent inexplicables comme au premier jour. C'est l'ouverture de Faust. Les mystères de la création restent inexplicables comme au premier jour. C'est-à-dire que l'humanité est allée plus loin que jamais. Elle a tout compris de sa structure cosmologique et cosmogonique, quasiment,
sur la création de ce cylindre, etc. Mais en fait, elle ne sait rien. Elle ne sait rien, c'est-à-dire qu'au bout de sa quête de connaissances, elle a tout appris, mais elle ne sait toujours rien sur son propre sens. Et je trouve ça fascinant. Et c'est la partie un peu plus philosophique que je voulais injecter dans l'idée d'exploration du monde. Et je pense que l'humanité aura toujours ce besoin d'explorer le monde pour répondre au pourquoi, mais qu'elle n'y répondra jamais en explorant le monde. Car c'est répondre au pourquoi par l'étude de la matière et des limites du monde matériel, alors que le pourquoi ne peut se satisfaire que d'une réponse métaphysique immatérielle, pas au sens où on l'entendait tout à l'heure, mais immatérielle au sens de ce qu'il y a en dessous de l'existence matérielle et au-dessus de l'existence matérielle, qui est pour moi ce qu'on appelle l'essence spirituelle. Le spiritus, le souffle, c'est ce qui injecte la vie dans les choses. Et là, on touche à la métaphysique, voire à la théologie. C'est une thèse, bien sûr, qui m'est propre. Mais voilà. Et donc, j'ai grand espoir pour l'humanité qui ne se débarrassera jamais de sa volonté d'exploration parce qu'elle ne se débarrassera jamais de sa quête de sens. Et jamais l'humanité ne se contentera de l'absurdité. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire et ça n'arrivera jamais. Je pense que quand une civilisation renonce au pourquoi, elle meurt puisqu'elle a cessé de vivre. Conclusion. Je voudrais rajouter 2 choses. Bah, déjà, Faust, c'est bien le roman avec Méphistophélès. La pièce de théâtre, absolument, Pièce de de Goethe avec Méphistophélès. Ok, bon, d'accord. Déjà, il y a, par rapport à on va dire ce désir d'expansion dont tu m'as parlé, pour moi, il y a 2 choses qui sont à différencier là-dedans. Tu m'as parlé d'abord de désir d'exploration, c'est bien ça, dans une quête de vérité, Tout à fait. de sens. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que tu relis ça au côté, on va dire, impérial, un peu au côté de l'Imperium romain, que d'autres pays ont connu, c'était volonté d'expansion. Est-ce que pour toi, tu le relis aussi à ça? Alors, la volonté d'expansion de l'Empire, tu connais Plutarque, hein? Oui, Tout empire périra. oui. Bah, Très belle phrase. justement, l'empire, pour moi, je pense que c'est plus une phase transitoire à un pays. Parce que si l'empire dure, ben ça finit. Soit il se fait absorber par toutes les entités qui le façonnent, soit il périt de lui-même. C'est, Absolument. Tout empire périra. Et quand Plutarque dit ça, il dit quelque chose d'extrêmement fort. Le fondement de l'empire, c'est la leçon que tirera les États-Unis de tout ça, c'est que l'empire, l'imperium, se fonde sur la conquête et l'annexion. Donc par la force. Donc par l'ordre, par la force. Et l'injection de valeurs civilisationnelles avec la force, bien évidemment. On ne peut pas tenir un pays par l'épée, on peut le conquérir par l'épée. C'est toute l'histoire de la conquête islamique. Conquête par ouais. le sabre, conquête des esprits par l'islam. Magnifique épopée d'ailleurs. Et là où je veux en venir, c'est que la volonté d'expansion de l'Empire, pour moi, elle tient à un autre attribut, qui est la volonté de conquête plus que d'exploration. Les êtres humains, on en revient aux hommes, hein, parce que pour le coup, je pense aussi qu'il y a de vrais sujets sur la neurologie masculine. La volonté de domination et d'écraser autrui, etc., et de prendre le pouvoir, c'est un trait très humain. On va pas dire masculin pour ne pas déplaire aux féministes. Je suis sûr que Josiane Balasco, dans Gazon maudit, a très envie de dominer la fille blonde là, et Alain Chabat de surcroît, mais je pense que l'Empire se fonde sur cette volonté de conquête et de domination, et que c'est ce qui cause sa propre fin in fine. Voilà. Et je ne rallie pas ça à la volonté d'expansion, qui est celle de l'exploration. L'épopée impériale, pour moi, n'est pas une épopée d'exploration, mais une épopée de conquête. Ok, bon, du coup, on est d'accord là-dessus. Tout à fait. Et oui, du coup, ben, oui, évidemment, mais du coup, pour toi, les États-Unis, ils sont dans une phase transitoire et du coup, soit ils Alors rencontreraient non, leur fin. justement, Oui? justement, les États-Unis ne sont pas un empire. Ah, vas-y, explique. L'Union soviétique était un empire stricto sensu, fondé sur l'annexion et l'influence de ses bords, Mhm. et de certains satellites à droite à gauche, Cuba, etc. Les États-Unis, qui se veulent, je le rappelle, quand même, un héritier légitime de l'Empire romain, c'est comme ça que les États-Unis ont été fondés. Il ne faut pas l'oublier, alors avec toute la symbolique maçonnique et chrétienne puritaine qui va avec, ils se veulent héritiers de l'Empire romain, les premières statues des présidents, etc., habillés avec les toges et tout, c'est quelque chose. Et le truc, c'est que les États-Unis ne sont pas un empire. Et tu ne peux pas me dire aujourd'hui que les États-Unis sont un empire. Les États-Unis sont un hégémon.
Un hégémon, la différence avec l'Empire, c'est que l'hégémon n'annexe pas. Lorsque les États-Unis font la paix de San Francisco avec le Japon, ils n'annexent pas. Lorsque les États-Unis n'annexent pas. Lorsque les États-Unis font l'Amérique du Sud, ils n'annexent pas. Ils influencent. L'hégémon influence, l'Empire annexe. Et la leçon historique qu'a tiré les États-Unis de cette phrase de Plutarque, tout empire périra, c'est que peut-être, si on n'est qu'un hégémon, on ne périra pas. Eh bien, je pense qu'en fait, un hégémon est une forme impériale qui ne s'avoue pas. Et de ce fait, elle périra aussi. Oui, je suis d'accord, mais c'est un peu la différence qu'on pourrait mettre entre Rome et Athènes. C'est pas le même type, on va dire, de contrôle de puissance. C'est, on va dire, c'est plus indirect. Mais du coup, pour toi, est-ce que l'Empire britannique était un empire? L'Empire britannique était un empire. Tu peux pas me dire que l'Inde était autre chose qu'une possession anglaise. C'est vrai, c'est vrai. La France a eu un empire, avec l'Algérie, l'Indochine, etc. On a voulu l'empire, on était un empire littéral, puisqu'on a eu l'empire, premier empire, second empire, etc. Mm. Et oui, l'Angleterre était un empire. Les États-Unis n'ont jamais été un empire. C'est un hégémon, mais c'est un empire qui ne dit pas son nom, en vérité. Mais après, la finalité reste la même. La finalité reste la même, et quelle est cette finalité historique qui fait le moteur de l'histoire? C'est la puissance. C'est la puissance. Si on regarde le moteur premier de l'histoire, c'est la puissance, c'est l'extension, c'est l'annexion, c'est l'influence, c'est la puissance, c'est l'affaiblissement, c'est le remplacement par une autre puissance, etc., etc. Jusqu'à la question ultime, y aura-t-il un jour une puissance unique? Et ça, je renvoie aux écrits de Julien Freund, qui a très bien théorisé l'unité mondiale, qui n'est quelque chose de pas du tout souhaitable d'ailleurs. Mais moi, je suis pas d'accord, je dirais que c'est pas la puissance, mais l'indépendance. C'est-à-dire? Le moteur. C'est pas en soi le fait d'étendre sa puissance qui fait qu'on peut pérenniser un pays dans l'histoire. C'est le fait que c'est plutôt sa capacité d'indépendance. J'ai jamais dit que c'était ce qui faisait qu'on pouvait pérenniser un pays. Je dis que le moteur de l'histoire, c'est que tous les États qui en ont la possibilité deviennent de plus en plus puissants jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus devenir de plus en plus puissants, et là, ils se font écraser. Oui, ça, oui. Tous les pays, enfin, tous les pays qui connaissent, on va dire, une période de montée de puissance atteignent, on va dire, atteignent une forme impériale ou au moins une forme d'hégémonie. Ça, je suis Oui. d'accord. Mais pour moi, le moteur de la puissance en tant que chose pérenne, c'est pas enfin, ce qui rend la pérennité d'un pays, c'est pas la puissance en tant que telle, c'est plutôt l'indépendance. Comment tu acquiers l'indépendance sans puissance suffisante pour te défendre contre les gens qui vont t'envahir? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas le facteur de puissance, parce que c'est juste que la puissance n'est pas la seule chose la plus importante. Tu vois par exemple que la guerre du Vietnam, Ouais. les Américains ils ont perdu. Les Américains ont perdu, les Français ont perdu. Oui. Et est-ce que c'était une énorme puissance le Vietnam d'un point de vue matérialistique, technologique, etc. Non. Qu'est-ce qui a fait que les États-Unis ont perdu contre le Vietnam? Le Vietnam a été plus puissant, stricto sensu, dans la guerre du Vietnam. Enfin, le Au Vietnam. sens stratégique uniquement. Mais au sens qu'ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils ont gagné pour contraindre les États-Unis. Et le facteur de puissance brute des États-Unis était inférieur au fait que la puissance effective était du côté des Vietnamiens communistes, puisqu'en fait, ils ont gagné en ne perdant pas, et ils ont gagné du fait de la disposition géostratégique des lieux, qui fait que les États-Unis ne pouvaient pas utiliser la bombe nucléaire. Sinon, ça déclenchait un conflit nucléaire avec l'URSS. Me dire que les États-Unis ont été plus puissants dans le conflit vietnamien que les Vietnamiens communistes, c'est une erreur militaire. C'est faux. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. En fait, ce qui compte, c'est pas en soi d'être le pays le plus puissant. Ce qui compte, c'est d'être le pays avec la meilleure stratégie. Justement, c'est un peu ce Si côté, t'as la on va meilleure dire. stratégie, t'es le plus puissant. Parce qu'il Bah ne faut oui. pas entendre la puissance au sens de la puissance brute. La puissance, Ah, il faut vraiment l'entendre au terme obscien. C'est qui va tuer l'autre, in fine. bon, là, du coup, t'as pas. C'est une définition particulière de la puissance. Mais là, si ta définition de la puissance, c'est ça, je suis d'accord. Ben, c'est la définition, la seule qui vaille, parce qu'en fait, tu peux être je vais te citer un exemple, l'Arabie Saoudite qui a des moyens militaires pas possibles et qui donc sur le papier est puissante, se ferait écraser par un État motivé avec des soldats bien formés qui auraient des moyens matériels inférieurs.
Évidemment, la puissance, c'est factorisé par énormément d'éléments. Le mental des soldats, la formation, la qualité, la volonté de sacrifice. Tu prends un pays qui est mort avec une armée extrêmement compétente, un pays mort spirituellement, contre un pays à peine armé, mais qui est déterminé à tout donner, le mental est un facteur de puissance terrible. Et les États-Unis n'ont pas gagné la guerre du Vietnam, puisqu'ils l'ont perdue. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est très important à comprendre. Les États-Unis n'ont pas gagné la guerre du Vietnam puisqu'ils l'ont perdue, et donc le Vietnam a été plus puissant stricto sensu puisqu'ils ont contraint les États-Unis au départ. Qui contraint l'autre à la puissance, même si les États-Unis étaient infiniment plus puissants que le petit Vietnam. La disposition géostratégique et géopolitique de l'Asie à l'époque a fait que les États-Unis étaient limités dans leur puissance, et leur crise intérieure sur la guerre du Vietnam a fait qu'ils ont perdu finalement, puisque le moral des soldats n'était plus là et que les communistes avaient gagné en ne perdant pas. Donc le Vietnam a été plus puissant communiste. Et pour toi, est-ce que l'Afghanistan était plus puissant que les États-Unis? C'est un autre débat, ça. J'ai fait une émission de 2 heures sur le sujet. C'est un autre cas. Non. Par contre, les talibans ont été peut-être plus durables. Ils ont été peut-être plus déterminés dans le long terme, etc. Les États-Unis ont très mal agi, mais de toute façon, oui, les États-Unis ont lâché le conflit. Maintenant, je ne dirais pas qu'ils étaient moins puissants, même si de facto, si on prend ma définition tout à l'heure, ouais, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, les États-Unis, in fine, donc ils ont perdu. Maintenant, je ne te cache pas que la disposition géostratégique n'est pas la même que dans la guerre du Vietnam. Est-ce que c'est un nouveau Vietnam? Ce n'est pas ma thèse. Les enjeux sont un peu plus subtils que ça. Mais voilà, tu fais un bon parallèle. Ok. Du coup, je voudrais finir sur ce que tu avais dit sur le côté cyclique. Est-ce que tu penses que la finalité d'une civilisation, c'est d'atteindre un certain degré de perfection pour ensuite, on va dire, d'une certaine façon revenir en arrière, mais pour retrouver, on va dire, une sorte de spiritualité? Est-ce que pour toi, c'est un peu une boucle, on va dire, dans ce sens-là? Est-ce que pour toi, la finalité de notre civilisation, c'est de retourner à un stade antérieur? Alors moi, je vais te dire un truc, c'est que je crois qu'on est la seule civilisation, de toute façon, à notre connaissance, ça ne s'est pas produit, qui a atteint un tel niveau matériel. On a atteint un truc de dingue, le frigo, le robinet, l'eau potable au robinet, les télévisions, les jeux vidéo. On s'ennuie tellement qu'on est dans des mondes virtuels où on joue des mecs qui ont des lunettes et qui vont faire des audits comptables chez des femmes dragons. Pour ceux qui ont vu l'émission d'Olivier Dragon Audit, un jeu d'experts comptables fascinant, si vous aimez l'expertise comptable et l'équilibrage des passifs et des actifs. Là, je sais pas quoi, j'ai 2 sur 20 en comptabilité lorsque j'étais en master. Donc c'est pas du tout intéressant tout ça, mais voilà, on a un monde qui s'ennuie tellement qu'il y a ça. Et le truc, c'est que je pense que l'Occident est face à un défi, c'est comment conserver sa quête humaine de spiritualité face à l'abondance. Et en fait, je pense que les moments actuels, le temps actuel, l'ère dans laquelle on est, nous montre qu'en fait l'abondance n'anesthésie aucunement le besoin de sens. Et ça, c'est toute ma thèse philosophique profonde sur la crise du sens. C'est que l'Occident est un cas particulier dans l'histoire de l'humanité qui est face à cette crise du sens terrible qui est causée par l'abondance et aussi le fait qu'on lui a coupé les pieds littéralement, en lui enlevant sa tradition. Et donc, peut-être il va falloir un retour en arrière. Est-ce que toutes les civilisations sont confrontées au fait de devoir revenir en arrière? Je pense que oui, puisque comme les arbres, les branches s'éloignent des racines. Ça, j'y crois. Mais pour moi, il y a une particularité occidentale qui est celle d'un progrès technique absolument dingue, couplée au fait qu'on lui ait coupé les pieds ou qu'elle se soit coupé les pieds elle-même, cette civilisation. Et de ce fait, je pense qu'elle doit revenir aux racines. Et comme toutes les civilisations qui sont allées, dans une moindre mesure, très loin de leurs racines, soit on part et quelque chose de nouveau émerge, peut-être bien, peut-être moins, plus inquiétant, je ne sais pas. Soit on revient aux racines, et ça je ne sais plus c'est quel pape qui l'avait dit. Il faudrait vraiment que je retrouve cette citation. Que, en gros, quand tout se perd, il faut vraiment revenir à la source, puisque c'est ça qui a donné la vie à là où on en est aujourd'hui. Donc voilà ma réponse. Je finirai en rajoutant Ouais. que je remarque, on va dire, qu'il y a une certaine volonté en Occident sous-jacente, enfin qui montre, on va dire, ce manque peut-être de spiritualité ou on va dire peut-être cette volonté de combler quelque chose
que le matérialisme n'a pas su combler. Mais par la même occasion, il y a, comme qui dirait, une absence de projet. Il y a pas de, il y a pas, on ne trouve pas quelque chose capable de combler ce vide. Et, et du coup, selon toi, la finalité de tout ça, est-ce que ce sera un retour en arrière qui se fera de façon externe, non plus, peut-être même brutale, ou quelque chose qui sera fait en interne, volontairement, etc. J'ai compris vous avez compris les sous-entendus de notre ami là. Hein? Je ne sous-entends rien. Je ne Si, tu as sous-entends rien du tout. sous-entendu que l'Occident serait conquis par une civilisation plus vivace et plus porteuse de valeurs spirituelles, autrement dit l'islam. Non, non, pas du tout. Ça, quand je parle de choc extérieur, ça peut être un choc purement structurel. Pas les Chinois quand même. Manque de ressources, On par va exemple. pas lire du Confucius en Isère. Ça peut être quelque chose de purement structurel et technique, Je par un manque de ne ressources, par lirai exemple. pas de Confucius. D'accord? Je ne lis. Christopher, n'allez pas lire du Confucius. Je repose ce livre. Je préfère lire encore Sahih Bukhari, là, je sais pas quoi, les hadiths, que j'ai déjà lu d'ailleurs avec grand intérêt, que Confucius. Non, j'adore Confucius, hein, c'est une petite blague. C'est Mais une petite blague. juste pour l'aparté, Joachim, moi je crois pas au choc des civilisations pour le simple fait que je pense que ce qu'on appellerait la civilisation musulmane est aussi dans un certain état de déclin. Ce qui fait qu'elle ne pourra pas, on va dire, selon ce que certaines personnes pensent, se remplacer Mais au-delà du la déclin, civilisation européenne. il Enfin n'y a même bref. pas besoin d'aller au déclin. Tu lis Huntington, j'adore Huntington. Who are we? Qui sommes-nous? C'est un livre majeur pour moi sur l'identité. Par contre, quand Huntington nous parle de civilisation arabo-musulmane, c'est quoi? À un moment donné, l'Arabie Saoudite a-t-elle les intérêts de l'Algérie qui aurait les intérêts de la Turquie? Géopolitiquement, c'est dingue. Mais il suffit juste de voir les tensions entre le Maroc et l'Algérie, par exemple. Ils Oui, sur s'entendent le Sahara pas. occidental, même sur l'identité, je veux dire l'identité algérienne, qui est une identité politique qui vient de la guerre d'indépendance avec le FLN, etc. L'identité marocaine, le royaume shérif, millénaire. Enfin, c'est des trucs qui sont. Le monde arabe n'est qu'un monde divisé. Alors les Arabes vont me dire, qui m'écoutent là depuis le Liban ou je ne sais où, oui, Joachim, t'es bien gentil, mais le monde arabe est divisé parce que l'Occident fait tout pour le diviser, parce qu'il a très peur d'une unité arabe. Ben ok, c'est l'histoire du monde arabe, ça remonte à Saladin, et Richard Cœur de Lion et les croisades, etc. Saladin vient créer une unité du monde arabe en opposition aux croisés, à l'identité chrétienne. C'est ce qu'a essayé de faire l'État islamique, d'ailleurs, le pseudo-État islamique, en disant oui, non, mais notre menace, c'est les croisés, comme si les États-Unis qui débarquaient au Moyen-Orient ou les Français, c'était les croisés. J'aimerais voir des soldats français porter des croix cousues sur leur torse, hein, ça m'amuserait bien. Mais le truc, c'est que oui, je ne souscris pas non plus totalement au choc des civilisations d'Huntington. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire que le monde arabe est en déclin, enfin le monde arabo-musulman tel que défini par Huntington est en déclin au même titre que l'Occident. Je Pas au pense même que type. Ils connaissent un certain déclin. oui, C'est pas le même type de déclin, on va dire. c'est pas, mais alors là, mais je suis totalement, mais à 1000% d'accord avec toi. C'est un déclin, ça n'est pas le même type de déclin, puisque ils se défendent contre leur déclin en identité négative face à l'Occident. Donc évidemment qu'ils n'auront pas le même déclin. Je suis totalement d'accord là-dessus. Exactement. Et oui, non, mais là, je fais juste une petite pique lorsque tu parlais d'extériorité, mais je pense que oui, la civilisation aura soit un retour aux racines, soit une mort. Et cette mort peut être une transformation, Oui, un renouveau, une soit renaissance. ouais, un renouveau, mais bon, un renouveau fondé sur quoi? La télévision, la télé-réalité? Non, Je mais caricature, mais si par euh, exemple, imaginons oui. qu'il y a un problème d'ordre purement structurel, comme je t'ai dit, de manque de ressources, je pense que ça pourrait donner quelque chose. Bon, ce serait tragique, hein, évidemment, mais ça pourrait donner quelque chose. Là, par contre, je ne saurais pas répondre qu'est-ce que ça pourrait donner, mais ça pourrait donner quelque chose. Mais à un moment donné, il faut pas. Pour moi, la logique civilisationnelle, c'est pour ça que j'en veux beaucoup à Spengler. Mhm. C'est même pas une question de construction sur des siècles et des siècles et des siècles. Je n'y crois pas, moi, ça. Parce qu'en fait, tu peux prendre des siècles et des siècles et tu vas pas pondre un truc de dingue. C'est qu'à un moment donné, la civilisation, il y a un moment donné, un homme ou un groupe d'hommes qui font émerger un truc.
Oui, une volonté. Mais Quelque chose. non, non, Hmm. au-delà d'une volonté, un souffle, au Oui, sens du voilà. spirit, Ben, un justement, esprit oui, qui arrive, le vitalisme. C'est oui, mais un l'essence même du esprit vitalisme. qui arrive et qui va vivifier un groupe d'hommes, qui vont former un autre groupe d'hommes, qui vont former une civilisation in fine. Et qu'est-ce qui a fondé la civilisation occidentale? Les écrits grecs. Si, ça, on sait très bien ce qui fonde cette civilisation. Ça tient en vérité, j'ai envie de dire, en 4 textes. Et si on étudie le cœur de cette civilisation, la quintessence, on la trouvera pas chez Socrate, etc. Parce qu'à un moment donné, il a fallu attendre le Moyen Âge pour que les scolastiques redécouvrent, ou découvrent pour certains, les thèses grecques et le rationalisme grec. Ce qui a fondé cette civilisation, c'est 4 textes, avec ses compléments, avec leurs compléments, qui sont les actes des apôtres et les épîtres de Paul, etc. Ces 4 textes sont les évangiles, l'évangélion, la bonne parole, et à un moment donné, sur les ruines de l'Empire romain, qui s'était christianisé, vient ce souffle qui s'insuffle dans un groupe, dans une population, qui n'ont pas tous la même langue, et qui partagent ce truc commun, qui est en fait une civilisation chrétienne telle que fondée sur l'orthodoxie du Concile de Nicée, avec ses dogmes fondamentaux, etc. Et tout est parti de là, et c'est ce qui a vivifié le truc. C'est pas ce qui est arrivé au Moyen Âge. La civilisation grecque ne s'est pas fondée sur la philosophie. Elle s'est fondée sur des mythes fondateurs, elle s'est fondée sur des transformations, elle s'est fondée Sur la sur des coutume. guerres, sur des identités, sur la coutume. Mais la civilisation occidentale, comme la civilisation arabo-musulmane, si on peut parler d'une civilisation unie, ça c'est une autre histoire. Par contre, qu'on puisse dire qu'il y a un point commun entre les peuplades musulmanes de la civilisation arabo-musulmane, ça je suis d'accord avec Huntington. Ce point commun, c'est qu'à un moment donné, il y a le prophète de l'islam qui arrive, qui crée cette langue arabe avec le Qurayshite, qui crée, enfin qui reprend, on va dire, cette langue et qui l'officialise quelque part comme base civilisationnelle, qui insuffle le truc. Et aujourd'hui, 1500 ans plus tard, il y a des gens qui en parlent encore et qui parlent la même langue avec la même prononciation qu'il y a 1500 ans. Ça, c'est un souffle. Nous, c'est un peu différent, puisque les textes ont été traduits, Vulgate de Saint-Jérôme, et les polémiques qui sont nées, etc. mais avec les traductions ensuite du latin vers l'anglais, du latin vers le français, c'est une autre histoire. Le fondement, le souffle de cette civilisation, c'est le message évangélique de base qui a insufflé suffisamment de trucs dans l'esprit occidental pour qu'il ponde sa civilisation. Et ça, j'y crois. Et le retour aux racines, pour moi, passera par là. C'est ma thèse, en tout cas. Ben, je conclurai là-dessus en disant que il y a déjà eu une tentative. Il suffit de se renseigner dans les débuts de l'histoire du socialisme au 19e siècle. Voilà. Et je connais l'histoire du socialisme. Est-ce que tu parles des origines chrétiennes du socialisme? Exactement. Oui, mais là, tu parles de tentative. Ça veut dire que tu sous-entends que l'Occident a déjà atteint un pic spirituel si bas dans son histoire. Ça n'est pas le cas. Non, non, je sous-entends que je pense que ce n'est pas. Je pense que la continuité que nous a apporté on va dire ce corps civilisationnel avec les évangiles, je pense qu'il est fini. Mhm. Et que, Il est fini. et que justement il faut quelque chose d'autre, de nouveau. Je ne sais pas quoi, hein, je n'en sais rien, je ne vais pas apporter de réponse ou quoi que ce soit, ça j'en sais rien. Mais que seulement quelque chose d'autre, de nouveau, je ne sais pas quoi, pourrait répondre euh, à, on va dire, ce relent vitaliste, ce souffle de la civilisation occidentale. Eh bien, nous serons totalement en désaccord, car moi, je pense qu'en fait, la civilisation occidentale sans cela, ce sera juste autre chose. Eh ben très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Et merci beaucoup Ce pour. fut très intéressant. Merci. Tu as un message à passer à des gens, peut-être? Euh, Non, je pense. Non, c'est. Abonnez-vous à Padawan HD. C'est tout ce que j'aurais à dire. Un conseil pour les nouvelles générations de ton âge? Hmm, On n'est euh, pas très loin en âge, mais je te le dis quand même. ouais. Ben, pour les personnes de mon âge, Moi, j'ai 18 ans. essayez d'aller plus loin que. Essayez d'aller plus loin qu'aux simples pulsions.
et pas forcément dans quelque chose, plutôt dans quelque chose de quotidien. Je sais pas s'ils arriveront à comprendre, mais bon. J'ai pas compris ton histoire de pas de pulsion, mais quelque chose de quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une philosophie de vie, par exemple. Je sais pas, un truc pour être plus, on va dire, que juste quelqu'un qui consomme. Enfin voilà, quoi. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à ma génération. Bah écoute, une génération de dégénérés. Voilà. Exactement, je ouais, suis d'accord. on est tous dégénérés de toute façon de nos jours. Moi-même, je tutoie mon père. C'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Et merci beaucoup. Hein. Et merci beaucoup aussi pour ce débat de haut niveau, Joachim. Mais merci infiniment d'être venu intervenir et passe une excellente soirée. Et excellente soirée à toi et aussi à Ideo. Voilà. Christopher, attention. Christopher, évidemment. Il est anonyme ce soir. Mais Christopher! Très bon intervenant, je lui souhaite la bonne soirée, du bon courage pour sa carrière Merci. D'historien. d'historien, oui. Eh bien, salut. Salut. Salut, mon pote. Salutations. Ah, vous êtes potes, vous les connaissez? Absolument, ouais. On boit le café tous les matins. Je déteste le café. Bah, Christopher, dis donc, on a des intervenants exceptionnels ce soir. Qu'est-ce qui nous arrive? Bah, écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, Et écoute, ça, prochain. c'est Oui. ça que j'aime bien, c'est qu'on va de sujet en sujet, mais qu'il y a une continuité dialectique qui amène à penser. Et il y a de la confrontation, très courtoise, très gentille. Il y a des questions qui sont posées, mutuelles. Et je trouve ça très intéressant. Voilà. Bien, prochain intervenant pour encore aller dans cette même direction, de cette continuité, pour conserver cette continuité, nous avons Antolino qui voudrait parler, discuter de la géopolitique et du déclin occidental avec la nouvelle puissance normative chinoise.